La Mega Drive représente la troisième tentative de Sega pour grignoter des parts de marché au Japon, en compétition avec la PC Engine et la Famicom de Nintendo, dont le règne semblait indétrônable. La console 16 bits de Sega a donc éclos le 29 octobre 1988 dans un contexte apparemment favorable, puisque sa future concurrente directe n'était encore qu'en phase de développement. Cette situation laissait à Sega près de 2 ans pour avancer ses pions face à Nintendo. C'est pourtant accompagné d'un line-up de lancement particulièrement clairsemé que Sega se lança dans la bataille. 2 titres seulement, représentatifs de l'héritage de Sega, car tous deux issus de jeux d'arcade. Le premier d'entre eux s'intitule Space Harrier 2. Space Harrier 2 est issu d'une lignée prestigieuse puisqu'il est la suite d'un jeu à succès conçu par l'ingénieux Yu Suzuki. C'est l'un des jeux pionniers à avoir introduit la technologie Sprite Scaler, permettant une mise à l'échelle des sprites en pseudo 3D à des taux de rafraîchissement élevés. Bien que Space Harrier 2 soit officiellement une suite à part entière, il a été perçu comme une simple mise à jour déguisée de Space Harrier, intégrée au lancement de la Mega Drive pour enrichir sa ludothèque. La presse lui réserva un accueil plutôt mitigé, louant sa réalisation technique, mais critiquant son manque de nouveauté et de variété, le rendant ennuyeux sur le long terme. Point positif, traitement 3D fluide, rarement vu sur d'autres consoles, des boss de stage uniques, fonction de sélection permettant de commencer par le stage de son niveau. Point négatif, le nombre d'ennemis qui apparaissent est limité, seulement 5 tirs consécutifs peut être effectué à l'écran, une utilisation des couleurs en arrière-plan qui laisse à désirer, des niveaux bonus où il est impossible d'obtenir un score parfait. La qualité graphique attire l'œil en premier, la vitesse de défilement est également irréprochable. Si vous aimez Arrière, il est probable que l'achat en vaille la peine. Le jeu en lui-même est une réplique d'un hit d'il y a 3 ans. Bien que le style du jeu soit un peu démodé, cela a aussi son charme. Space Harrier 2 a une bonne apparence et se joue bien, mais c'est toujours Space Harrier. Il y a 13 niveaux de plus, mais au lieu d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, Sega s'est contenté de réécrire l'original en utilisant les graphismes et sons avancés de la Genesis. Pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Un jeu élégant et raffiné, visuellement impressionnant, mais plutôt ennuyeux à jouer. Space Harrier 2 impressionne visuellement par la vitesse et la fluidité de ses graphismes 3D, mais sa beauté est superficielle. Le jeu est simple et malgré la possibilité de choisir n'importe quel niveau dès le début, il offre peu de raisons de rejouer. Il plaira aux fans de Space Harrier, mais ceux qui recherchent plus qu'une belle apparence dans un jeu pourraient être déçus. En me résumant, Space Harrier 2 est beau, l'animation est super rapide, les commandes répondent parfaitement, mais l'intérêt du jeu est quasi inexistant, à ne conseiller qu'aux inconditionnels des salles de jeu et de Space Harrier qui eux ne seront pas déçus. Difficile de porter un jugement dénué de tout anachronisme, tant son aspect technique pesait dans la balance à sa sortie, mais Space Harrier 2 apparaît aujourd'hui comme un jeu désuet dont l'évolution par rapport au premier n'est ni flagrante ni pertinente. Il est vrai que contrairement à la version d'arcade originale, la version Mega Drive n'exploitait pas la technologie de sprite scaling. À sa sortie, Space Harrier 2 apparaissait donc déjà en retrait par rapport à l'original, mais faisait illusion si l'on en croit les critiques de l'époque. Il n'empêche que de nos jours, le jeu a pris un sacré coup de vieux, tant sur le plan de l'animation que des contrôles, dont la précision toute relative pèse sur la difficulté. Un jeu que j'ai toujours trouvé frustrant et dans lequel je n'ai jamais réussi à me plonger. Un constat qu'il serait aisé d'appliquer à l'autre titre de lancement, Super Thunder Blade. Un peu à l'image de Space Harrier 2, Super Thunder Blade peut être considéré comme une version altérée de son homologue sorti en arcade un an plus tôt. Et là encore, la question de l'adaptation du Super Scaling sur Mega Drive se posait. Une solution radicale a été de les supprimer complètement, en tout cas pour certains stages. Là encore, l'accueil des magazines, sans être glacial, manquait d'enthousiasme. Super Blade apparaissait doté de bons graphismes de style 3D, mais souffrait de problèmes de fluidité et d'une difficulté trop élevée. La meilleure version de Thunderblade offre des graphismes 3D colorés et efficaces, ainsi qu'un gameplay décent, alors que vous pilotez votre hélicoptère contre une force ennemie lourdement armée. Si vous aimez la version arcade, c'est un incontournable. Point positif,
Des commandes intéressantes qui deviennent plus agréables à mesure qu'on s'améliore. Un boss qui ne rentre pas dans un seul écran, une démonstration de déploiement à la manière de Galaxy Force, une fin de jeu sobre. Point négatif, un traitement en 3D plein de contradictions, des graphismes qui ne peuvent certainement pas être considérés comme splendides, un niveau de difficulté qui ne peut être maîtrisé que par l'habitude, un nombre de niveaux également limité. Pas tout à fait aussi super que le titre le suggère, Super Thunder Blade s'avère néanmoins un shoot'em up jouable, bien que difficile. Le rythme et le défi sont suffisants pour mettre à l'épreuve de nombreux experts d'arcade. Pire que Space Harrier 2, Super Thunder Blade souffre avec le recul d'une jouabilité imprécise et d'une animation peu fluide. L'hélicoptère réagit avec une sorte de lag pénible, affectant la précision des déplacements et des tirs. Cerise sur le gâteau, la bande-son s'avère elle aussi médiocre, avec des bruitages de mauvaise qualité. Je n'ai jamais aimé ce titre. Rebaptisée Genesis et légèrement relookée, la Mega Drive sortira un peu moins d'un an plus tard aux États-Unis et était accompagnée de 5 autres jeux, dont le cultissime Altered Beast. Ici, pas de super scaling ou de technique de programmation hors du commun, mais une simple conversion du hit de l'arcade, sorti quelques mois plus tôt. Développé par Makoto Uchida, pour qui c'était le premier projet avant Golden Axe, Altered Beast a été adapté de belle manière sur Mega Drive, malgré un downgrade technique évident. Ce que reconnaissaient en creux les magazines de l'époque, tout en déplorant son aspect basique et répétitif, voire monotone. Point positif, des idées de conception uniques, synthèse vocale réaliste, actions variées pour le joueur, des options pratiques. Point négatif, graphisme léger et grossier, contenu de jeu trop monotone, options superflues, une fin de jeu peu gratifiante. Aucune version d'Altered Beast ne brille par son ingéniosité ludique et le modèle d'arcade ne fait pas exception. La version pour la console 16 bits se rapproche le plus de l'arcade. Le gameplay est naturel, même s'il est guère original. De même, l'action est calme comparée à Space Harrier 2 et Super Thunder Blade. Mais Altered Beast est une conversion de jeu d'arcade à la lettre, et cela ne peut pas être ignoré. Certes, le game design paraissait déjà simpliste à l'époque, mais son atmosphère sombre, ses références mythologiques, ses graphismes simples mais soignés, et des transformations considérées à tort ou à raison comme badass, ont fait le reste. Et puis admettez qu'un jeu où l'on dirige un culturiste en slip ne peut pas être totalement mauvais. Autre renfort bienvenu lors de la sortie de la Genesis aux États-Unis, Thunder Force 2. Initialement sorti en 1988 sur X68000, il a été adapté pour la Mega Drive sous le nom de Thunder Force 2 MD, peu après son lancement au Japon. Ce fut le premier jeu sur Mega Drive développé par un éditeur tiers, ce qui le rendait représentatif de cette période où les soutiens externes de Sega se comptaient sur les doigts d'une main. Avec le recul, les critiques de l'époque furent assez sévères avec Thunder Force 2, qui était présenté comme un shoot'em up sympathique, mais dont les contrôles n'étaient pas irréprochables et qui n'exploitait pas pleinement les capacités de la console. L'originalité de sa conception, surtout les changements de scrolling en fonction de la zone dans laquelle on se trouve, fait de Thunder Force 2 un bon jeu de tir, mais qui pêche énormément par son manque de maniabilité. Point positif, des arrière-plans détaillés, diverses options de power-up pour le vaisseau du joueur, un contenu de jeu qui s'inspire de différentes époques et régions, musique entraînante. Point négatif, des niveaux en vue latérale un peu difficiles, des boss manquant d'originalité, un mode d'entraînement peu significatif. Un jeu de tir rapide et furieux qui devrait plaire aux fanatiques de destruction. Thunder Force 2 est très amusant, pendant un moment, mais je pense que vous vous en lasserez assez vite, car le gameplay est assez limité. L'intérêt même du jeu est fortement réduit par ses étapes en multidirectionnel, où l'action manque franchement de piquant. Pour un coup d'essai, ce n'est pas un coup de maître. Il ne reste plus qu'à s'armer de patience pour déguster Thunder Force 3, déjà sorti au Japon. Thunder Force 2 est un shoot'em up de qualité supérieure, avec des graphismes et un son 16 bits impressionnant, offrant une variété de séquences de combat et une action intense. Il se distingue par ses niveaux variés, incluant des scènes latérales et en vue aérienne, et un arsenal riche en power-up. Thunder Force 2 a longtemps été un casse-tête pour moi. Ces niveaux se présentent sous deux formes, vue de dessus dans certains cas et vue de côté dans d'autres. Si cette dernière reste parfaitement jouable, la première m'a toujours semblé peu intuitive et difficile à maîtriser. Thunder Force 2 pourrait être qualifié de fausse bonne idée,
et sera rapidement corrigé par une suite, chaleureusement recommandée par Sega. Cela dit, ce deuxième épisode est loin d'être médiocre. Il a l'immense mérite d'avoir établi les fondations de ces admirables suites, et rien que pour cela, il mérite du respect. À l'origine prévue comme une adaptation de Dragon Ball sur Master System, Alex Kidd a finalement poursuivi sa carrière sur Mega Drive sous le titre Alex Kidd in the Enchanted Castle. Unique épisode de la série à avoir été édité sur la console 16 bits de Sega, il palliait l'absence de jeux de plateforme action et de mascottes avant d'être grand remplacé par Sonic. Le jeu était apprécié pour ses graphismes naïfs mais charmants et ses contrôles réactifs, bien qu'il ait surpris par sa difficulté plus élevée qu'attendue. Les ennemis sont toujours mignons et incluent des rochers avec des visages, des scorpions joyeux, des poissons gonflés et autres organismes étranges d'un vrai style japonais, avec une saveur à la Super Mario Bros. L'action est simple au début, les niveaux suivants devenant vraiment méchants à mesure que les dispositions deviennent de plus en plus complexes. Point positif, des personnages grands et mignons, des actions souples, des quêtes palpitantes, les pièges du château magique dans le ciel, des véhicules uniques. Point négatif, un niveau de difficulté plus sévère qu'il n'y paraît, une carte de niveau large mais sans nécessité de tout explorer, un niveau de difficulté inadapté pour les jeunes enfants. Possesseur de Mega Drive, rentrez dans le monde magique d'Alex Kidd, il n'y a rien de meilleur. Et ce n'est pas Robbie, Crevette et Soysock qui me contrediront, ils viennent de passer l'après-midi à s'éclater sur cette cartouche. Personnellement, je n'ai jamais été fan de cet épisode, que je classe volontiers derrière Miracle World à tous égards. Ses graphismes bas de gamme et ses contrôles imprécis m'ont toujours rebuté, au point que je trouve sa présence insultante pour la Mega Drive. Oui, c'est un peu violent. Hokuto no Ken Shinsei Kimatsu Kyuseishu Densetsu, plus connu à l'international sous le nom de Last Battle, est un jeu d'action à défilement latéral qui a marqué le lancement de la Genesis aux États-Unis. Malgré ce qu'en pense notre ami Omoterange, le jeu a été une déception à sa sortie, comme en témoignent ses tests qui évoquent des graphismes plaisants, mais une jouabilité lente et limitée, et un jeu monotone. Point positif, des éclaboussures de sang impressionnantes, des synthèses vocales de la voix d'Akira Kamiya, des personnages imposants, de beaux arrière-plans. Point négatif, des personnages assez grands mais avec un nombre limité d'animations, manquant de texture, un Kenshiro sans technique mortelle, des déplacements sur la carte sans signification claire, un développement monotone. Je me demande seulement comment Elite a pu négliger cela. N'importe quel fan moyen de jeu aurait donné un coup de pied aux fesses au programmeur. Les graphismes éblouissants ne peuvent tout simplement pas sauver ce jeu de karaté. Les personnages sont superbes et les arrière-plans très détaillés, mais le gameplay en lui-même n'est qu'une variante ordinaire de Kung Fu Master. Il y a des scènes de texte et de cartes, mais elles n'ajoutent pas grand-chose au jeu en lui-même. Bien que les graphismes soient plutôt soignés et fidèles au manga, le jeu est handicapé par un game design médiocre, entraînant des combats laborieux et des phases de plateforme frustrantes. Les niveaux, qui peuvent être abordés dans un ordre non linéaire, exigent du joueur de progresser inlassablement vers la droite en affrontant des ennemis agressifs. En somme, un jeu à la fois difficile et épuisant. Tommy la Sorda Baseball est un autre jeu de lancement aux États-Unis. Également connu sous le nom de Super League au Japon, il est, comme son nom l'indique, un jeu de baseball développé par Sega R&D2. Le jeu ne détient pas de licence officielle, mais utilise des équipes inspirées de leurs homologues réels. Accueilli favorablement, Power League a été apprécié par les testeurs pour ses excellents graphismes en pseudo 3D et ses contrôles adéquats, mais semblait souffrir de phases défensives ennuyeuses et d'une frappe de balle peu réaliste. Point positif, des écrans 3D rafraîchissants, des batteurs dont les graphismes changent, une méthode de contrôle similaire à Famista, des synthèses vocales claires pour l'arbitre, des données détaillées pour les joueurs. Point négatif, une phase de défense qui n'est pas complètement sortie du moule de The Pro et une simulation de frappe non réaliste. Un ordinateur trop intelligent, une progression par mot de passe. Power League de Sega est une très bonne simulation de baseball, mais ajoutons tout de même que d'une façon générale, ce sport converti sur une bécane n'est jamais une très belle réussite quant au plaisir de jouer. Un soft à ne conseiller qu'aux fanas, peu nombreux en France, de ce sport, les autres pourront allègrement passer leur chemin. Les jeux de lancement ayant été diversement distribués selon les pays en Europe, et étant souvent identiques à celui des États-Unis, il est inutile de les mentionner. Il est évident que la Mega Drive n'a pas bénéficié d'un line-up solide à sa sortie au Japon, c'est le moins que l'on puisse dire.
L'erreur de Sega a été de miser entièrement sur une technologie difficile à reproduire sur la Mega Drive, ce qui a causé des difficultés aux équipes internes pour leur conversion et probablement une appréhension pour de futurs titres comme Power Drift, finalement jamais sorti, ou Outrun. Faute de jeux de qualité, de ressources en interne et d'éditeurs tiers en nombre suffisant, malgré une politique favorable à leur intégration, la ludothèque de la Mega Drive est restée famélique pendant trop longtemps, même si cela sera corrigé à sa sortie aux États-Unis. La Mega Drive semble ainsi avoir partiellement manqué l'opportunité de gagner du terrain sur ses concurrents. Mais un renfort sous la forme d'un hérisson bleu finira rapidement par l'aider.